Bonjour à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui le travail assez exceptionnel de l'équipe de Paul-Éric Blanru, Julien Theil concernant le documentaire La France maçonnique qui fait partie du projet Apocalypse France. Documentaire que j'ai vu il y a 2-3 jours, qui était une excellente surprise. Puisque, bon, c'est rarissime, on n'en voit jamais des comme ça, parce que, il y a des révélations assez exceptionnelles, des intervenants très intéressants, notamment le Galou qui fait des révélations gravissimes sur la réalité du réseau occulte maçonnique aux plus hautes sphères, dans les plus hautes sphères de l'État. Nous avons le patron de la GLNF, Jean-Pierre Servel, qui a remplacé donc après le scandale Stéphanie, etc. Nous avons Jean Solis, on a aussi, alors là c'est énorme, Emmanuel Ratier, on en reparlera tout de suite après. Il y a même Dieudonné, on savait que Dieudonné avait participé à une tenue blanche, et ben là il en parle dans ce documentaire. Bref, il est question de plusieurs sujets, notamment l'affaire des fiches, notamment le scandale de la GLNF, la tournure que prend la tournure politique que prend bien sûr la franc-maçonnerie en France, et pour ce faire, pour vous en parler, nous avons le plaisir de recevoir en interview téléphonique Paul-Éric Blanru, et que je salue. Bonjour Paul-Éric. Bonjour Salim. Je voulais vous poser 3 questions simples et rapides. Premièrement, pourquoi et d'où vous est venue l'idée de ce reportage? Alors tout d'abord, le reportage est né dans le cadre d'un projet que nous avions avec Julien Theil qui s'appelle Apocalypse France. Au départ, ça devait être un film d'une heure et demie sur l'état réel de la France, un film sans tabou qui analyse les causes de la décadence actuelle du déclin français. Et nous nous sommes aperçus que les causes étaient tellement nombreuses qu'il fallait bien faire certainement plusieurs saisons. Donc là, c'est la saison 1. On va peut-être, je crois, en faire plusieurs, 4 peut-être, comme les 4 saisons de Vivaldi. Mais on a demandé donc pour la première saison à nos donateurs, tout ça c'est fait par crowdfunding, on a demandé à nos donateurs de choisir le thème de la première saison, et c'est tombé. Alors il y avait plusieurs sujets qui nous ont été proposés. Il y avait la GPA par exemple, et puis il y avait la France maçonnique. Bon, il se trouvait qu'on avait beaucoup de documents sur cette question, que j'avais beaucoup de réseaux sur ce sujet, et qu'on a décidé de foncer. Donc c'était quelque chose qui nous a mis un an de travail tout de même, pour évidemment que nos intervenants acceptent de parler. Beaucoup ne voulaient pas, évidemment, parler de ce sujet qui est un peu tabou, surtout quand il est question de cabale maçonnique par exemple, et de personnes qui en ont été victimes. Et puis il fallait aussi que Emmanuel Ratier rassemble toute sa documentation. Il n'avait encore jamais sorti un dossier aussi incroyable sur les fraternelles par exemple. C'est une grosse révélation. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Voilà, c'est très intéressant, c'est même capital, c'est monstrueusement grave pour tous ceux qui s'intéressent à cette question, puisqu'il s'agit des fraternelles maçonniques. En expliquant, on résume, ce sont des corps de métier qui se rassemblent en dehors d'ailleurs des obédiences. C'est très curieux, et qui présentent, on va dire, un risque énorme de conflits d'intérêts, de complots. Et nous avons des fraternelles de la défense, des services secrets. C'est quand même, je raconte pas ce qu'il y a dans le documentaire, ça serait trop compliqué. Il fait une heure, mais on a quand même des preuves de gens qui sont impliqués dans des magouilles de partis socialistes, etc., notamment Michel Reit, et qui ont créé ces fraternelles. Et on a des documents. Emmanuel Ratier, feu Emmanuel Ratier, avec ses légendaires archives. Vous pouvez nous en dire 2-3 mots? Oui, alors Emmanuel Ratier a accepté évidemment donc de participer à ce reportage et de nous parler des fraternelles. Encore une fois, rien n'existe sur les fraternelles, il n'y a pas de livre là-dessus, il n'y a rien. Emmanuel nous a
très très aimablement fourni sa documentation, ce qui fait qu'effectivement il y a des documents, je dirais même qu'il n'y a que ça, des documents, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des sources, des papiers, on peut les voir de près, en gros plan. Donc oui, qu'est-ce qu'une fraternelle? Ce sont des obédiences qui se rassemblent entre elles, c'est au-delà des obédiences, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le Grand Orient qui créerait une section fonction publique ou, je ne sais pas, service secret, non, c'est toute la maçonnerie française qui se rassemble au-delà des obédiences dans des fraternelles, ce qui fait que ça peut être très très vilain, très dangereux, parce que ça crée réellement un réseau parallèle avec une puissance de feu incroyable, et en particulier quand il s'agit de la fraternelle du renseignement militaire. Et là, Ratier nous montre quand même des papiers tout à fait incroyables, en particulier un papier dans lequel on s'aperçoit que ces gens-là ne sont pas très futés, parce que là, on a même la preuve, on peut le dire à l'image, qu'ils s'entretiennent par mail et qu'ils commettent l'erreur de donner le listing à notre ami Emmanuel Ratier qui avait infiltré la maçonnerie. Donc on a ce genre de documents qui existent. Donc c'est évidemment des scoops énormes. On peut rappeler aussi l'existence de la loge de la Lyre de Salomon dont Pierre Péan parlait dans La République des Mallettes, à laquelle appartenait à Ahmed Alexandre Djouri, etc., et qui s'occupait de gérer tout ce qui était trafic d'armes avec la France-Afrique, Robert Bourgi, toute la clique. Tous les hommes Afrique de la présidence font partie de ces loges, et il faut bien que les gens comprennent que ces loges et ces fraternelles sont extrêmement puissantes, et l'existence de ces fraternelles aussi, si vous le permettez, remet en cause cette mascarade cette fausse division entre un Grand Orient qui serait athée et une GLNF qui serait déiste. En fait, tout ceci ne correspond pas à grand-chose dans le réel. Mais bon, Paul-Éric Blanc-Rue, une dernière question. Quels sont vos projets après cet épisode, après ce premier numéro? Alors évidemment, nous voulons continuer. L'idéal, ce serait de faire les 4 saisons de Vivaldi, évidemment. Bien sûr, ça coûte très cher. C'est-à-dire, on a vraiment utilisé des gros moyens. On a utilisé des caméras vraiment assez chères, du matériel de son. Puis alors, le montage coûte, encore une fois, des prix astronomiques. On a fait, par exemple, jouer 4 musiciens. 4 musiciens. Très, très beau montage, vraiment, très joli montage. Merci. Enfin, vous avez remarqué que donc on a un pianiste, un pianiste exceptionnel, qui nous joue pendant des morceaux pendant toute la durée du documentaire. Bravo à Julien Tell d'ailleurs. Quelqu'un qui nous fait également la contrebasse, de la batterie, tout ça. Il y a des morceaux originaux également qui ont été créés spécialement. On a voulu vraiment sortir du rang, faire quelque chose d'exceptionnel. Et alors, si les gens nous suivent et s'ils aiment ce qu'on fait, il faut absolument qu'ils nous aident, parce que on ne peut pas faire tout ça gratuitement, ça nous prend un temps fou. Le montage a duré 2 mois et demi, ne serait-ce que ça. Le fait de devoir travailler, Julien n'habite pas à Paris, moi je suis pas à Paris en permanence, il a fallu faire des va-et-vient dans toute la France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a également été voir des loges dans la région de Toulouse, enfin on a voyagé en France, tout ça prend quand même beaucoup de temps, d'énergie, et ça coûte de l'argent, on ne peut pas voyager gratuitement, et il faut que les gens nous aident, c'est très important, c'est pas pour s'offrir des voyages à Punta Cana qu'on fait ça. C'est clair. Rappelons que le reportage, ce volume 1 est disponible sur Vimeo en vidéo, en demande ou en location ou en vente. Donc on les invite à participer. C'est quand même 4,90 €. C'est rien du tout. Faut être parfaitement honnête, c'est rien. Pour ce qu'il y a dedans, c'est pas juste. Tout à fait. En plus, j'estime qu'on a fait un travail. J'en suis vraiment très fier. C'est un travail de fond et de forme. On ne trouvera jamais ça sur TF1. La forme est au service du fond. Et je crois que c'est quelque chose qui est amené à durer, parce qu'on a beaucoup de vidéos sur Internet qui ne durent qu'un mois ou 2 parce qu'elles sont tournées à la va-vite et à l'arrache. Nous, on a voulu faire quelque chose de professionnel. Et alors, évidemment, on a encore besoin de matériel. Il faut racheter une caméra, il faut racheter un tas de choses. Il y aura besoin d'un sondier, par exemple, ne serait-ce que pour prendre le son, etc. Tout ça coûte de l'argent. Et il faut que les gens qui nous aiment nous soutiennent. Voilà. Le message est passé. Le message est passé. Alors, attention, on va également sortir pour les
est faite un DVD, un vrai DVD pressé comme les vrais DVD, un vrai DVD professionnel qui sera en vente sur Amazon, partout. Il y aura une offre spéciale pour Noël et tout ça va sortir là d'ici quelques jours. Super. On va également acheter le DVD de ce film. Excellent, excellent. Vraiment bravo pour ce travail de qualité, aussi bien dans le fond que dans la forme. On invite et on encourage les auditeurs à vous soutenir et à très bientôt, Paul-Éric. À très bientôt, merci Salim. C'est moi qui vous remercie.